Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous sommes encore là cette semaine pour vous décrypter l'actualité en 1h30. Bon, ça dépend, on pouvait dépasser largement cette tranche d'heure, c'est pour nous le plateau. Voilà, avec nos invités sur le plateau. L'assassinat de Sylvanus Olympio, 60 ans après, la déclassification des archives, ça se poursuit. Nous en parlerons dans cette émission avec nos invités qui sont avec nous sur le plateau. Nous parlerons également du cadre de vie au Togo avec les routes, les nouvelles routes qu'on construit aujourd'hui et sans les arbres plantés autour de ces routes-là. Et nous terminerons avec un fait que tout le monde connaît déjà, qui s'est passé il y a quelques jours. L'arrestation de l'ancien chef d'état-major, le général Katanga. Voilà. Sur ce plateau, j'ai avec moi deux invités que vous connaissez très bien. À ma droite, il s'agit de Ferdinand Haïté. Il est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Jérôme et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Merci beaucoup, merci d'accepter notre invitation sur ce plateau. Le second invité, Ferdinand l'a déjà annoncé, il s'appelle Jérôme Sossou. Il est le directeur de publication du journal Triangle des enjeux. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour Isidore, bonjour Ferdinand, et bonne année d'ailleurs. Voilà, c'est la première fois qu'on se voit. Bonjour à tous les Togolais, à tous ceux qui aiment cette émission à travers le monde. Et bonne année, bonne santé. Voilà. Merci beaucoup. Nous commencerons d'ores et déjà le débat. Le vendredi dernier, le 13 janvier 2023, le Togo a commémoré le 60e anniversaire de l'assassinat de son premier président. Il s'agit de Sylvanus Olympio. Bon nombre d'événements sont passés dans le pays, les partis politiques l'ont fait, les organisations de société civile l'ont fait, la presse en a écrit. Et Jérôme, quand on parle aujourd'hui de 60 ans après l'assassinat de Sylvanus Olympio, qu'est-ce que cela te dit, le premier président du Togo, celui qui avait une vision pour ce pays, et 60 ans après, quand on voit l'état du Togo, qu'est-ce que ça te dit? Oui, justement, lorsqu'on lit les archives, surtout ces derniers temps, les archives ne commencent pas à sortir en grand nombre, ce qu'on nous cachait avant. Lorsqu'on on constate l'histoire par rapport à toutes les idées que le premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, avait pour le Togo, sa propre monnaie, son carnet vert et tout ce qui pouvait quand même faire en sorte que le Togo soit un véritable pays, un pays émergent, un pays qui en tout cas ne manquerait de rien et de tout. Mais malheureusement, lorsqu'on l'a tué, on s'est dit, mais comment est-ce que cela peut être possible qu'on peut tuer quelqu'un qui a cette vision pour un pays? Imaginez-vous si Sylvanus Olympio est là, jusqu'à, même s'il n'est plus le chef de l'État actuel du pays, imaginez un peu l'image de notre pays. Et moi, ça me fait pitié en ce sens que même lorsqu'on l'a tué, on l'a déchiqueté, on est allé enterrer sa dépouille hors du pays, alors qu'en réalité, on devait le faire au Togo. Et jusqu'à ce jour, 60 ans après, nous on n'était pas encore nés, 60 ans après, on ne connaît pas véritablement l'histoire, la vraie histoire, on ne la connaît pas. C'est vrai que ces derniers temps, on lit beaucoup de choses par rapport à sa mort, par rapport à tout ce qui s'était passé, mais on ne connaît
pas la vraie histoire. L'histoire est tronquée et puis chacun donne son histoire parce que j'ai écouté pas mal d'historiens togolais et les versions diversifient d'un historien à un autre. J'ai même lu l'interview l'alternative qu'on avait accordée à l'alternative. J'ai lu, j'ai vu beaucoup de choses dedans, j'ai compris d'ailleurs beaucoup de choses dedans, mais je me suis dit qu'il reste encore beaucoup à nous dire par rapport à ça, parce que c'est encore flou, je sais qu'on va rentrer en profondeur dans les détails, c'est encore flou tout ce qu'on nous raconte, parce que je n'arrive pas à cerner d'où vient cet Étienne Edima, qui devient par après Étienne Yadema, qu'on dit qu'il n'a rien à voir avec, et comment ça se fait que finalement c'est lui qui s'est accaparé du pouvoir, c'est lui qui a dit qui a tué la personne, après il s'est rétracté, et puis bon, il y a encore un flou kafkaïen que je n'arrive pas à cerner, donc je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et bizarrement, ce qui m'a plus énervé le vendredi passé, c'est que j'ai comme l'impression que nos acteurs politiques s'amusent avec un certain nombre de choses. Je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un qui a lutté, qui a été élu démocratiquement, qui a lutté pour l'indépendance du pays, et le jour où on devait commémorer son assassinat, qu'on a entendu certains acteurs aller à Kumapé, certains se sont retrouvés à la cathédrale, c'est comme de l'amusement, c'est comme des gens n'arrivent pas quand même à comprendre la nécessité, l'importance de ce que les Togolais doivent comprendre, ce qui s'était vraiment passé. Moi, je serais à leur place, qu'on aurait quand même fait une union pour quand même réclamer, du moins c'est le rapatriement de la dépouille volontaire, le reste de ceux qui sont enterrés au Togo, et qu'on en fait un mausolée, puisque à l'école déjà au cours primaire, on nous apprenait que c'est Sylvain Solipio qui a lutté pour l'indépendance du Togo, mais jamais on a vu là où il est enterré. On n'a vu aucun monument qui, du moins significatif, qui nous permettra ou qui permettra à nos enfants, à nos petits arrière-enfants de savoir véritablement où d'aller toucher du doigt, du moins le tombeau. Il n'y a rien de tout cela, mais des gens sont amusés pour dire que, et pire encore, ce qui m'a fait rire la dernière fois, c'est que Monseigneur Bariga avait obligé certains à se serrer la main, à prendre des photos, comme si c'était un jeu d'enfants où les enfants sont allés dans un jardin public ou à la colombe de la paix, où on a dressé les guirlandes qui sont un peu jolies à voir, que tous les enfants voulaient quand même se prendre en photo pour montrer à leurs camarades à la maison. C'est du pur amusant à mon sens. Et donc, je pense que les Togolais devaient repenser cette journée du 13 janvier. Et de l'autre côté, le gouvernement, le pouvoir en place, ça n'a rien dit là-dessus. En réalité, ce n'est qu'eux-mêmes, ils ont appelé perte de l'indépendance, et ils sont arrivés même à donner le nom, ce nom-là bon, même si c'est un centre de santé qu'on appelle un Moura aujourd'hui, mais ils ont quand même réussi à attribuer le nom là. Et puis, on n'a rien fait de significatif pour quand même montrer que véritablement des gens ont lutté pour l'indépendance de ce pays. Moi, ça me fait toujours réfléchir, ça me fait penser, et ça m'attriste le jour au jour. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, Ferdinand. Oui, je donne l'attitude tout à l'heure, c'est l'alternative qui a accordé, qui s'est lui accordé une interview par l'avocat choisi par un proche, Jean Olympio, un proche du président démocratiquement élu. L'avocat qu'il a choisi pour faire la déclassification des archives. Bon, comment cela s'est fait?
Merci Isidore. D'abord, il faut savoir que la personnalité de Sylvanus, en tout cas, il faut qu'elle soit beaucoup plus enseignée à la jeunesse parce que c'est un personnage qui a eu un parcours assez fabuleux, un parcours assez élogieux et qui s'est battu pour l'indépendance de ce pays. Et vous avez vu toute la série d'articles que publie Claude Améganvi, comment est-ce qu'il était au cœur de tous les événements et aux Nations Unies, un peu partout, même si au départ il y avait la cause élevée qui était devant et puis après derrière, après il y avait la question de l'indépendance du Togo. Et après, à l'indépendance, la vision qu'il avait pour le Togo, on oublie généralement que Sylvanus a été aussi Premier ministre avant d'être président. La vision qu'il avait pour le Togo, c'était quand même à l'indépendance parmi les chefs d'État en Afrique à l'époque le plus instruit, parce que lui venait de la London School of Economy déjà à l'époque, il était polyglotte, il parlait plusieurs langues. Vous avez les Ahmed Sékou Touré, les Tombalbaye, les Modibo Keïta et tous les autres. Parmi ces gens-là, vous trouvez des syndicalistes, des enseignants, alors que Sylvanus était déjà à un niveau très élevé, tout même parfois sa rivalité avec Nkrumah sur le plan intellectuel. Et donc, il était un leader, comme on le connaissait à l'époque, visionnaire, avec ses forces et ses faiblesses aussi, parce que en tant que journaliste, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Son régime aussi avait quelques faiblesses, il y avait quelques soucis avec ses amis, ses alliés, notamment les gens de la Juventus. Mais c'était un homme visionnaire dont la place dans l'histoire du Togo doit être vraiment indélébile. Malheureusement, depuis qu'il a été assassiné, on a tenté d'effacer, pour des raisons politiques, sa place dans l'histoire du Togo. On a fait croire qu'il n'existait pratiquement même pas. On a effacé des choses dans les archives, et même ici. Mais petit à petit, comme on ne peut pas enfouir éternellement la vérité, les choses reviennent à la surface. Et cela fait 60 ans cette année qu'il a été assassiné de façon crapuleuse. Et il était important qu'on puisse aujourd'hui commencer par faire la lumière sur ce qui lui est véritablement arrivé. On a fait la lumière sur le cas Lumumba, on a fait la lumière sur le cas... après Lumumba, je pense qu'il y a eu le cas... en tout cas, on a fait la lumière sur le cas d'autres leaders en Afrique. Il est important qu'on sache réellement ce qui s'est passé, ce qui a entraîné la mort de Sylvanus Olympio dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, entre sa résidence et celle de l'ambassade des États-Unis. Alors, il y a quelqu'un qui se bat même parfois contre certains membres de la famille qui, entre-temps, ont basculé du côté du pouvoir. C'est un neveu de Sylvanus, Jean Sylvanus Olympio. Vous vous rappelez que lorsqu'il avait fait une interview chez nous en disant qu'il voulait demander la déclassification des archives, il y a eu ici des responsables politiques et même des gens de la famille qui ont réagi en disant non, ils n'ont mandaté personne, façon, et c'est des gens dont l'inclinaison est plus proche du côté bleu que du côté de la vérité, vous voyez. Et ces gens-là sont soit politiquement proches de l'idéologie de Sylvanus Olympio, ou proches de la famille, ou membres de la famille. Et à l'époque, on s'est dit, c'est quand même indécent qu'un membre de la famille cherche à connaître la vérité sur l'assassinat. Et il y a des gens dans la famille qui disent, oui, on n'a mandaté personne. Malgré ces réactions, le monsieur a continué, c'est Jean Sylvanus Olympio, c'est un neveu de Sylvanus Olympio. Il a continué, il a pris un avocat, ils ont saisi la France par des canaux officiels et les archives, en tout cas une partie des archives ont été déclassifiées. Ce sont les archives qui sont gardées à Nantes et ce sont ces archives-là que l'avocat, lui-même et l'avocat ont essayé de décrypter
Et c'est sur cette base-là que nous avons fait l'interview à cet avocat-là. Et donc, moi, j'ai jeté un coup d'œil sur quelques passages de ces archives-là. Ces archives nous renseignent un peu sur réellement ce qui s'est passé. Je ne dirais pas qu'il y a la vérité grand V dedans, mais il y a des éléments nouveaux que ces archives nous apportent qui méritent encore d'autres recherches, parce qu'il y a les archives militaires qu'il faut retrouver, que la France doit déclassifier. Il y a les archives personnelles de Foccart qu'il faut consulter. Il semble qu'il faut les consulter sur place en France sur autorisation, parce que Foccart, c'était quand même le cerveau de tout. Et quand Sylvanus a été assassiné, il est mort au petit matin, déjà vers 8 heures. Foccart avec quelqu'un au téléphone ici à Lomé, c'est écrit dans les archives. Il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut essayer de voir si le fameux meurtrier, dont le rôle est tellement a été un rôle majeur dans l'assassinat de Sylvanus, a laissé des documents. Il faut regarder les archives allemandes, il faut regarder les archives américaines aussi, et il faut regarder les archives comment ça s'appelle, les archives de l'ambassadeur des États-Unis au Togo qui était là, c'est Léon Poulada. Et Léon Poulada, pour ceux qui ne le savent pas, était un avocat. Il était diplomate, mais aussi avocat. Il était avocat au procès de Nuremberg, en Allemagne, de 47 à, je pense, à 48. Et il a été un avocat aussi à Dachau. Et puis il est arrivé au Togo, il a été ambassadeur au Togo. Il a laissé des archives personnelles. Sa femme est encore vivante, elle doit être presque centenaire. Qu'on peut retrouver aux États-Unis. Dans les notes qu'il a laissées, il y a un livre qu'il a consacré à l'assassinat de Sylvanus Olympio. Un livre qui a été écrit... attendez, je vais vous lire ça. Je vais vous trouver la date. Mais il a écrit un livre sur l'assassinat de Sylvanus Olympio que des gens peuvent essayer de chercher aux États-Unis. Et donc, c'est une source assez précieuse parce que dans les archives, il se dit que donc en 62, il a laissé un livre en 62, ambassadeur du Togo, assassinat de Sylvanus Olympio, 62. Donc le livre aussi a été classifié? Non, ça c'est un livre, c'est dans sa bibliothèque personnelle. Okay. Donc il a laissé un livre, il a laissé plusieurs d'ailleurs, que des gens peuvent du côté des États-Unis essayer de voir. Et donc c'est des pistes assez sérieuses parce que dans les archives, il y a un paragraphe qui est un peu flou où on ne sait pas réellement si Sylvanus a été assassiné à l'intérieur de l'ambassade ou hors de l'ambassade, parce qu'il était réfugié à l'ambassade, et la version qui est servie généralement, et que même l'ambassadeur, ils ont servi premièrement avant de se rétracter, c'est que les Poutis sont rentrés dans l'ambassade pour le sortir, et c'est dans la rue qu'il a été tué, mais dans les archives, cela semble être remis en cause. Apparemment, au petit matin, l'ambassadeur Poulada et un certain Hussé, qui était aussi de l'ambassade, étaient venus retrouver Sylvanus dans l'enceinte de l'ambassade, et c'est devant eux qu'il a été saisi et traîné. Donc c'est devant eux qu'il a été assassiné, voyez-vous. Et donc ce passage mérite vraiment d'être clarifié. Il faut croiser les informations. Donc, globalement, je pense que c'est un travail de mémoire qu'il faut faire pour redonner à ce personnage de notre histoire sa place. Je suis triste de constater que, Jérôme l'a souligné, et j'aimerais bien rebondir là-dessus,
que officiellement, il n'y a eu aucune activité en mémoire de celui qui a obtenu l'indépendance dans ce pays. Je comprends que le crime, l'assassinat de Sylvanus Olympio est le crime fondateur du régime actuel. Donc le régime actuel ne peut pas célébrer la mémoire de celui qui, dans l'assassinat, a servi de base au régime. Mais c'est quand on dit qu'on veut aller vers la réconciliation, qu'on travaille à réunir les Togolais, on aurait pu faire l'impasse sur ces ressentiments-là, parce que ceux qui doivent pardonner, c'est ceux qui ont perdu leur fils. Ce n'est pas ceux qui ont assassiné. Donc, on aurait pu, ne serait-ce que, organiser un dépôt de gerbes officiellement quelque part, au niveau du pouvoir, en mémoire de Sylvanus. Lorsqu'on fait le 23 septembre ici, tout ça, on va déposer des gerbes. Donc, je ne comprends pas. Lorsqu'on parle de l'attentat, ou je ne sais pas quoi, l'avion qui est tombé à Sarakawa, on va déposer des gerbes, on se met en blanc. Et je ne comprends pas pourquoi officiellement rien n'a été fait. Bon, il n'y a que des partis politiques et quelques organisations de la société civile qui ont organisé des activités en rang dispersé. Je nourris quand même l'espoir que tôt ou tard, la personne de Sylvanus Olympio retrouvera sa place dans l'histoire du Togo, tel que Nkrumah aussi a retrouvé sa place. Vous savez, lorsqu'on renversait Nkrumah, tout le monde criait que Nkrumah était un dictateur. Les gens sont sortis, les gens ont dansé, mais 30 ans, 40 ans plus tard, les Ghanéens se sont rendus compte de la place que Nkrumah avait dans l'histoire du Ghana. Ils l'ont remis réellement à sa place à travers musées, monuments et tout ce que vous savez aujourd'hui pour le Ghana. Donc, il faudra véritablement y penser, peut-être pas avec le régime actuel, mais un jour, il faut penser. Donc, la déclassification des archives est un combat assez noble, et ceux qui le font, il faut le soutenir, et nous sommes véritablement engagés à leur côté. Il y a également un point, Jérôme, il y a également un point, on nous montre l'image d'un petit blanc là, bon, j'oublie un peu son nom, qui serait l'assassin de Sylvanus Olympio. Non, je pense qu'il faut savoir raison garder, il ne faut pas aller, il ne faut pas être péremptoire, il faut laisser tous les documents revenir à la surface, les analyser. Une chose est certaine, il était au cœur de tout ce qui a entraîné la mort de Sylvanus. Il était l'un des acteurs majeurs. Mais qui a tiré véritablement, là, il y a un certain flou qu'il faut clarifier. Donc, en regardant les archives, c'est vrai qu'il y a un personnage qui a revendiqué l'assassinat dans les archives, dont le patronyme a après évolué, mais après la personne s'est rétractée à travers une interview plus tard. Donc il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et donc moi je pense que nous avons l'opportunité aujourd'hui ou l'occasion, ceux qui possèdent les archives réellement, de les mettre à la disposition des spécialistes après, pour faire tomber tous les fausses pistes qu'on avait servi aux Togolais à l'époque, en disant oui, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Une chose est certaine, il a été assassiné, ça tout le monde le sait, soit en ambassade à l'intérieur, ou soit en dehors de l'ambassade. Il y a quelqu'un qui l'a vu pour la dernière fois, qui a tenté de le sauver, mais ça n'a pas pu marcher. C'est M. Brenner, c'est un Togolais métis qui travaillait à la CFT à l'époque, et qui, avec sa coussinelle, qui était la dernière personne à le voir. Certainement qu'eux aussi, ils ont laissé des archives, parce que je connais un fils de ce M. Brenner qui a travaillé à Sim Togo, des amis, il a une bibliothèque à la maison. Certainement qu'eux aussi doivent avoir des archives sur ça. Et je pense qu'il faut chercher toutes ces sources-là pour faire un travail. Nous, en tant que journalistes d'investigation, croiser les éléments matériels, les analyser
et les historiens aussi, avec leurs méthodes, pour essayer de tirer la quintessence de tous ces documents-là pour reproduire véritablement une histoire réelle sur ce qui s'est effectivement passé le 13 janvier 1963. Merci beaucoup. Oui, mais les archives n'ont pas explicitement donné le nom de quelqu'un qui a tiré, qui a été le vrai assassin, qui a tiré directement sur Sylvanus Olympio. C'est ce parallèle dont je faisais allusion qui me paraît encore toujours flou. Et même on peut consulter le livre qu'Yadema aurait écrit, ce que je sais du Togo. Oui, mais parce qu'avant tout, il a proclamé être celui qui a tiré sur M. Olympio avant de se retraiter, je crois, en 92, comme quoi ce n'était pas lui. Il aurait laissé un livre intitulé Ce que je sais du Togo. Avec tous ces documents, je crois qu'on aura quand même affaire à reproduire la vraie histoire qui donner la lumière sur ce personnage qu'on a détruit gratuitement, et puis je crois que ça va refaire l'histoire du Togo. Mais dans tous les cas, avec tous les documents, tout ce que Ferdinand a cité tout à l'heure, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Je ne pense pas qu'avec 1-2 ans, qu'on aura quand même fini avec la consultation de tous ces documents pour quand même retracer la vraie histoire de Sylvanus. Mais on en a besoin. Fondamentalement, on en a besoin pour quand même sortir de tout ce qu'on nous servait depuis très longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement perdu dans l'histoire du Togo. Même au-delà de la mort de Sylvanus Olympio, l'histoire même globale du Togo, lorsqu'on dit qu'il y a un certain Mapatro qui a fait ci avec Nachtigal, tout ça là, ça devient flou, on ne comprend absolument rien. Et moi je comprends qu'avec ce régime actuel, puisque comme l'avait dit tout à l'heure Ferdinand, avec ce régime actuel, on ne comprendra pas véritablement l'histoire sur la personnalité, l'histoire réelle sur la personnalité de Sylvanus. On ne la connaîtra même pas au niveau de la France, puisque moi je comprends finalement pourquoi est-ce que la France essaie de soutenir le régime en place. Peut-être que lorsque la France va se reculer et qu'on va découvrir les vraies archives, bon, ça aurait pénalisé même ce pays-là et tout ce qu'il aura fait dans cette histoire. Donc, dans tous les cas, c'est un chemin, nous y sommes, on y va tout doucement. Je crois que d'un jour à l'autre, les Togolais et nos petits-enfants surtout connaîtront la vraie histoire du Togo. Oui, et Ferdinand, il a évoqué tout à l'heure, est-ce que ce débat-là se pose à chaque fois? C'est la France qui a tué Sylvanus Olympio. Puisque quand on consulte un peu l'interview de Maître Wall, on a vu qu'il n'a pas spécifiquement dit que c'est la France. Il a dit c'est entre l'Amérique. Il ne sait pas le rôle qu'a joué l'Amérique, le rôle qu'a joué la France dans cet assassinat-là. Oui, je pense qu'il est resté dans le registre de l'avocat, avec les nouveaux éléments qui sont apparus à travers les archives. Il n'a pas voulu rentrer dans les interprétations politiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le rôle de la France est indéniable parce que les Français étaient au cœur. On savait que Sylvanus avait des relations à couteau tiré avec la France. Et quand Sylvanus est mort, on sait ce que De Gaulle a dit, on sait ce que Foccart aussi a dit. Et donc, la veille même des événements, la plupart des cadres français qui étaient à Lomé se sont repliés sur Pémé, c'est dit dans les archives, comme si ils ne voulaient pas être sur le lieu du crime. Voyez-vous, ils se sont repliés sur Pémé. Et puis, Mertrier, qui était le chef de la gendarmerie à l'époque, était quand même un acteur majeur. Et lorsque les événements se sont produits, Foccart a eu quelqu'un au téléphone aussi, et
le Ghana, avec qui Sylvanus avait des relations assez orageuses, parce que Sylvanus et Nkrumah, c'était deux visions un peu différentes de l'Afrique. Sylvanus est beaucoup plus poussé par le côté libéral, je pense Nkrumah d'un autre côté communiste. Et c'est des gens qui ne s'entendaient pas. Il y avait le Togo britannique aussi qui était au cœur de leur mésentente. Et Nkrumah qui hébergeait aussi des opposants à l'époque au Ghana, comme les Méati et tout. La réaction du Ghana, par exemple, le Bénin voulait intervenir, le Dahomey à l'époque avec Hubert Maga, qui était très proche de Sylvanus, parce que Hubert Maga avait déjà alerté Sylvanus sur les manœuvres qui se préparaient contre lui. Il y avait même des gens qui avaient été entre-temps arrêtés, parce que les démobilisés de la guerre d'Indochine et d'Algérie, parmi lesquels il y avait les Adema et les Boudjoul et tout ça, c'est des gens qui avaient des collègues au Bénin. Donc, ils traversaient, ils allaient au Bénin, ils revenaient. Donc, leurs collègues béninois étaient au courant qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc, le président Maga, Hubert Maga, a été informé. Il en a informé Sylvanus Olympio, qui... il a péché aussi par son imprudence, sa naïveté, qui avait balayé tout ça du revers de la main. Bon, certainement qu'il se disait qu'en tant que père de l'indépendance à cette époque, même s'il y avait des différends qui auraient pu attenter à sa vie, voilà. Et donc, le problème fondamental, c'était que les 700 démobilisés de la guerre d'Indochine et d'Algérie, ça c'est le nombre réel qu'on retrouve dans les archives, voulait qu'on les intègre dans l'armée togolaise. L'embryon d'armée qu'il y avait déjà à l'époque, donc qui était commandé par Dadjo et tous les autres éléments, parce qu'il y avait la gendarmerie, c'est la plus ancienne unité de l'armée, et puis après il y avait un embryon. Mais cela devait faire bondir le budget de 25%, le budget de l'armée, qui était déjà à 11%. Donc, Sylvanus, en tant qu'économiste, privilégiait beaucoup plus une autre reconversion dans la vie plutôt que de les intégrer dans l'armée. Et donc, eux, ils n'étaient pas encore dans l'armée, mais ils ont agi en intelligence avec ceux qui étaient dans l'armée. Voyez-vous, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour cela que d'abord, il y a des gens qui ne parlent pas de coup d'État. Les gens parlaient d'assassinat crapuleux, parce que ceux qui ont agi n'étaient pas dans l'armée, même s'ils ont eu un soutien de leurs frères de l'armée. Voyez-vous, c'est après qu'ils ont été intégrés dans l'armée. D'ailleurs, il y a un décret de Grunitzky que les gens ont partagé sur les réseaux sociaux, qui est sorti des archives et qui rappelle l'année d'intégration dans l'armée de certains qui étaient acteurs de ce coup d'État ou de ce crime-là. Donc, voilà, le rôle de la France est totalement indéniable, puisque sur le plan politique, Sylvanus avait des problèmes avec la France, la question de la monnaie, et vous savez que le lendemain, ou bien l'avant-veille, ou bien il y a un ministre des Finances qui devait partir pour signer le désengagement du Togo du CFA. Sylvanus n'a jamais considéré le Togo comme une colonie française, parce que pour lui, le Togo a été intégré dans l'AOF après la Première Guerre mondiale, et donc à partir de ça, il voulait quand même sortir du CFA. Il y avait déjà le décret pour créer la banque togolaise et tout ce que vous savez. Après, il y avait la construction du port autonome de Lomé, qui était aussi une source de conflit, parce que les Français voulaient le marché, Sylvanus l'a donné aux Allemands. D'ailleurs, quand Sylvanus a été assassiné, les Allemands étaient très furieux. Ils ont voulu arrêter les travaux, ramener la première pierre même en Allemagne, et c'est dit dans les archives. Et il y avait aussi d'autres infrastructures que Sylvanus voulait construire, la France ralentissait. En tout cas, c'était une vision carrément opposée. Mais malgré tout, il avait de bonnes relations avec les États-Unis. On a vu sa visite aux États-Unis. Il a été accueilli par le président John Kennedy. Et donc, la gestion qui a été faite par les Américains ici à l'ambassade est quand même un peu bizarre. On sait que l'Union soviétique à l'époque, l'URSS et la République Arabe Unie, je pense que c'est ce que ça veut dire, RAU, je pense que c'est ce que ça veut dire dans les archives, ne se sont pas associés au deuil, parce que Sylvanus était foncièrement anticommuniste, donc ils ne se sont pas associés au deuil, ils ont refusé
de mettre les drapeaux en berne, tel que ça a été dit par le doyen du corps diplomatique. Ils ont refusé d'aller à Goué pour assister aux funérailles. Il y avait 3 ministres du gouvernement Sylvanus qui étaient très proches de l'ambassade de l'URSS ici, qui étaient de tendance gauche, de communistes. Et ça a été dit dans les archives. Est-ce que ces gens aussi étaient quelque part au courant de quelque chose? Parce que curieusement, c'est des gens qui n'ont pas été arrêtés par les militaires. Ils ont arrêté tout le monde presque, sauf ces gens-là. Donc, on a quelques éléments assez factuels qui permettent de faire des analyses, soit d'historiens, soit de journalistes d'investigation. Voilà ce que moi je peux dire. Mais le rôle de la France est majeur dans ce crime-là. Merci beaucoup, Ferdinand. Jérôme, quelles sont, on va faire un peu de l'histoire, quelles peuvent être ou bien quelles sont les conséquences immédiates et lointaine de cet assassinat-là pour le Togo. Vous voyez l'état du pays à ce jour. 60 ans après, on tend toujours la main. Il n'y a pas d'eau potable. C'est maintenant qu'on achète, je ne sais pas comment on les appelle, pour faire des forages à travers le territoire. C'est maintenant qu'on pense à l'agriculture, alors que c'était dans la vision de Sylvanus Olympio. C'est maintenant en tout cas, vous voyez la vie très chère. Aujourd'hui, il n'y a rien pratiquement. Il n'y a pas d'hôpitaux modernes qui pouvaient quand même nous prendre, qui devaient prendre soin de nous. Il n'y a pas d'école assez moderne. Les enfants vont à l'école. À l'annonce de la pluie, on les laisse partir parce que peut-être le toit va tomber sur eux. Il y a encore beaucoup de choses. Nous n'avons pas de bonnes routes. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. On n'a pas de bonnes routes. On a pratiquement, si on veut comparer le Togo au Bénin aujourd'hui, au Ghana, au Burkina Faso et tous les pays qui nous entourent, les pays de la sous-région ouest africaine. Et le Togo paraît être le dernier sur le plan de développement, sur le plan économique, sanitaire, éducatif et tout ça là. Donc ça rend furieux quand même dans tous les cas. Et moi quand je vois notre pays comparativement aux pays qui nous entourent, je suis furieux. Je suis furieux en ce sens que ça donne l'impression que ceux qui dirigent le pays n'ont aucune vision. Ils se promènent à travers le globe terrestre, je ne sais pas avec quoi ils reviennent. Ils sont toujours dans les avions, ils gaspillent l'argent du pays dans le transport. Ils organisent des sommets, il y en a encore un actuellement au Togo, ils organisent des sommets qui sont assez coûteux. Et ces sommets-là, on ne voit pas leur retombées. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on peut énumérer. Vous voyez, dans la rue aujourd'hui, des gens sont aigris, furieux, ce qui fait que on s'insulte, franchement, vous voyez la misère qui s'empare pratiquement du pays. Malheureusement, cette histoire de terrorisme vient s'en ajouter, ce qui fait que le Togo ou les Togolais sont actuellement méconnaissables, et ça fait quand même, ça révolte, parce que ce qui nous gouverne ne prend pas, en tout cas, pour ce qui me concerne, au sérieux tout ce qui se passe. Il ne nous présente pas une vision à travers laquelle on peut voir que des gens voulaient quand même faire quelque chose de bon pour le pays. Avec toute le promenade à travers le globe terrestre, je pense qu'on devait quand même voir, ou du moins commencer par voir les retombées de ces voyages de tout le temps. Mais malheureusement, les conséquences sont dramatiques, sont fâcheuses. Et puis on est là, on veut toujours gouverner. Et c'est ça, vraiment ça, c'est bizarre, sincèrement, ça n'honore pas du tout le pays. Merci beaucoup. Oui. Presque la même question, Ferdinand.
Non, je pense que s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est de voir comment est-ce que le paysage politique togolais a évolué jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. Et en partant de ce qui s'est passé en 63 et peut-être un peu avant, on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et quand je le dis par rapport au positionnement, à l'alignement de certaines familles sur la scène politique togolaise. Et quand vous jetez un coup d'œil réellement dans les archives, vous voyez que la trahison ou la compromission ne date pas d'aujourd'hui. Et vous constaterez que le régime des Adema qui s'est installé le 14 avril 1967, après que Bruniski a été évacué et qu'il y a eu cet intermède de Dadjo, vous constaterez que le régime des Adema a été porté à la fois par des nationalistes et des progrès. Voyez-vous, alors que ces deux tendances étaient plus ou moins conciliables à l'époque. Et autour des Adema, pendant longtemps, a gravité beaucoup de nationalistes que les gens ne savent même pas, soit des cutards, soit des juventistes. Et puis à côté, vous avez aussi des gens de progrès ou les gens de l'UCP. Voilà. Et donc, comment Adema a pu arriver au pouvoir en 67 ? Est-ce que c'est pas certains qui sont allés le chercher pour le mettre là, croyant que bon, une fois qu'il sera là, ils vont pouvoir après gouverner à travers lui, et puis lui, après, il s'est débarrassé de beaucoup. Et donc, même ce qui se passe aujourd'hui, parfois, quand remonte à la surface certaines connexions entre des gens dans l'opposition et les gens du pouvoir, cela remonte tellement loin dans l'histoire, voyez-vous. Et donc, il faut comprendre la scène politique togolaise, il faut la lire sous le prisme de comment est-ce que la situation, la scène a évolué jusqu'à ce jour. Et pour comprendre pourquoi nous traînons dans cette histoire d'alternance qui ne vient jamais. Pourquoi à chaque fois qu'on avance, il y a quelqu'un qui sort du lot pour aller de l'autre côté, ou il y a des gens qui sont ici, qui mangent là-bas. Il faut retourner dans l'histoire pour voir les liens qui unissent les gens, voyez-vous. Et donc, je pense que c'est l'analyse sur le plan politique qu'il faut faire. Je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails. Je pense que des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire sont en train de décrypter ce que je suis en train de dire. Et ensuite... pourquoi Adema a régné le plus longtemps possible? Pourquoi son fils est en train de déjouer tous les pronostics? Les gens avaient dit, ouais, Fort-Vie va faire seulement quelques années, là, il a fait 2 mandats, 3 mandats, il veut aller au 5e mandat. Je pense qu'il y a toute une analyse qu'il faut faire. Maintenant, les générations à venir, Jérôme venait de le dire, il faut leur relater l'histoire du Togo telle qu'elle s'est passée, sans aller dans les mensonges, rajouter des choses, mentir. Si un avion est tombé avec quelqu'un et que la personne a survécu, il faut dire que l'avion est tombé, et il ne faut pas dire que c'est un attentat. Si il y a quelque chose qui s'est passé, que quelqu'un a survécu, il faut le dire. Et si quelqu'un, à son époque, a réalisé quelque chose pour le pays, il faut dire c'est au temps de celui-ci qu'on a réalisé ça, c'est au temps de celui-ci qu'on a réalisé ça, c'est au temps de celui-ci qu'on a réalisé ça. C'est comme ça que vous apprendrez aux enfants le civisme et l'histoire réelle de votre pays. Sylvanus, par exemple, avait une vision extraordinaire du pays. C'est entre 58 et 60 ou 61 qu'on a construit l'hôtel Le Bénin pour abriter les premiers invités pour l'indépendance. Et on a vu que cet hôtel est resté solide jusqu'à ce jour, plus de 60 ans après. Et c'est le seul grand hôtel qui était en bordure de plage à l'époque et qui faisait de Lomé une ville qui attirait les gens. Et de tous les hôtels après qu'on a eu à construire dans ce pays sous Adema, tous sont tombés en ruine. L'hôtel Saraka, l'hôtel Tropicana, l'hôtel de la Paix, et tous ces hôtels-là sont aujourd'hui en ruine, mais l'hôtel Le Bénin est debout.
est debout. Et donc, il faut avoir le courage de le dire. Il y avait la jeunesse pionnière. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y avait une coopération avec les Israéliens pour l'agriculture togolaise, telle qu'on veut le faire croire aujourd'hui de façon propagandiste en disant oui, le Togo envoie des gens pour se former en Israël. Il y avait là-bas à Glidi, et puis à Togodo, et puis ensuite plus tard vers Tchamba, les embryons, il y avait l'école pionnière, jeunesse pionnière, c'est quoi? Vous êtes formés pour l'agriculture, mais vous êtes formés en même temps comme des soldats. C'est des gens qui avaient la double mission, ils avaient le maniement des armes, comme les Israéliens font toujours. En Israël, tout le monde porte des armes. Et donc, nous, nos parents ont fait ça. Donc, vous voyez, nos parents ont été formés dans ces écoles-là. Et le plus célèbre qu'on connaissait ici, c'est Amados Djoko, qui a été, après qui a mis une grande ferme à Batialaba, qui lui est reparti en Israël pour se perfectionner. Et donc, toutes ces choses-là ont été abandonnées après. L'industrie textile de Datia, ça ne date pas du temps de Yadema. Et donc, ces choses-là, il faut les ressortir des décombres pour enseigner aux gens comment le pays a commencé. Et le port autonome de Lomé, le plan du départ conçu par les Allemands, je pense qu'on peut le retrouver même aujourd'hui dans les archives allemandes. Et tous les quartiers que vous voyez là, les Adakbam et tout ça, le port devait engloutir tout ça. C'était un projet très ambitieux. C'est parce qu'après l'assassinat, les porteurs du projet, ceux qui sont venus ne comprenaient absolument rien. Ils ont laissé les populations s'installer. De telle manière qu'aujourd'hui, on veut agrandir le port. On n'a pas été capable de le faire parce qu'il n'y a pas d'espace. On va dédicoper pour créer maintenant un espace à conteneur. Alors que, comme on l'a fait à Abidjan, toute cette zone-là devait être occupée, y compris jusque dans la lagune. Vous savez qu'il y a une partie de la lagune qui débouchait de là. Donc, ça a été abandonné. On n'a pas sécurisé les espaces. On n'a pas fait des titres fonciers au nom du port. On a laissé les gens s'installer. Aujourd'hui, pour dégager les gens, ça va être terrible, voyez-vous. Et donc, quelqu'un comme Yvedor, qui était déjà au TP, c'est des gens qui ont amené vers Yadema beaucoup de projets de Sylvanus Olympio. C'était des gens de Kuta, voyez-vous. Et si vous voyez comment cette famille a évolué sur la scène politique, ça c'est un des exemples que je donne, vous comprendrez. Les enfants Mévédor aujourd'hui sont au cœur du système. Le papa était là, les enfants aujourd'hui sont au cœur du système. Et vous savez que la première ministre aussi était très proche des Mévédor. Et donc, c'est une analyse qu'il faut faire de l'évolution de la scène politique togolaise et voir le positionnement des uns et des autres dans le cercle de décision aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé depuis 63. Donc voilà ce que moi je peux dire. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qu'on déplore, parce que cette date de 13 janvier, on n'a pas vu un colloque, une conférence débat des intellectuels pour ressortir cela pour la jeunesse aujourd'hui. Oui. Doit apprendre normalement, les chercheurs, nous par exemple, en tant que journalistes, on essaie de provoquer le débat. C'est vrai que ça ne doit pas bien sonner dans les oreilles de certains. Mais les chercheurs ne doivent pas avoir de pesanteur. Les chercheurs, ils sont là pour l'activité intellectuelle, ils sont là pour la recherche. Normalement, c'est aux chercheurs, aux historiens, peut-être à d'autres personnes qui sont pas trop loin de l'histoire, de provoquer des colloques. Mais bon, l'environnement politique fait que tout le monde a peur. Bon, la seule chose que les gens font régulièrement, c'est les messes, comme Jérôme vient de le souligner. Et puis après, certains vont sur la tombe de Sylvanus de l'autre côté de la frontière. Je pense que on doit aller au-delà de ça, quoi. On doit aller au-delà de ça. Voilà ce que je pense de cette affaire de Sylvanus Olympio. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, les archives continuent d'être déclassifiées. On en saura un peu plus si cette histoire, cet assassinat du président démocratiquement élu du Togo, M. Sylvanus Olympio, assassiné le 13 janvier 1963.